Vous avez tous vu les grands titres, le meilleur clavier du monde, le boss final des claviers. Mais est-ce que c'est toujours vrai ça? Aujourd'hui, il y a plein de concurrents qui font un super taf pourtant, et pour bien moins cher. Donc dans cette vidéo, on va retracer l'histoire de Wooting et de ses concurrents pour découvrir le vrai problème derrière les claviers Wooting. Et puis on va parler du nouveau son HV2. Évidemment qu'on va en parler. L'histoire de Wooting commence il y a plus de 10 ans, en 2015. La boîte se crée avec une idée hyper novatrice en tête. Et si on imitait le comportement des joysticks de manette sur nos claviers? Et pour répondre à ça, ils construisent le premier prototype du Wooting One. En fait, aux yeux de la petite startup, c'est injuste de ne pas pouvoir marcher lentement au clavier dans son RPG préféré. Attendez, c'est ça l'innovation? 130 000 € de crowdfunding sur Kickstarter, c'est bon pour vous? C'est gigantesque, 4 fois plus que ce qu'ils avaient besoin pour commercialiser leur clavier. Alors, faut leur reconnaître que la techno derrière leur prototype est hyper ingénieuse. En fait, ils utilisent des switches photosensibles. On a une LED en bas qui crée de la lumière, puis un prisme attaché à la touche qui transfère de plus en plus de lumière plus on appuie sur la touche en question, créant ainsi un signal analogique. Et elle est là la révolution. Le problème des claviers classiques, c'est qu'ils sont binaires. Pour le clavier, soit t'appuies sur une touche, soit t'appuies pas dessus, aussi simple que ça. Alors qu'avec un clavier analogique, on prend en compte la position des touches pour l'associer à une certaine intensité. C'est la même différence entre une croix directionnelle et un joystick. Mais honnêtement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont réellement intéressés par l'émulation de joystick. Si les claviers analogiques sont hyper prisés aujourd'hui, c'est pour une techno qui fera le buzz 6 ans plus tard et qui à elle seule couronnera le Wooting 60HE du titre de clavier le plus rapide du monde. Je parle bien évidemment de Rapid Trigger. Si vous vivez dans une grotte depuis 4 ans, le Wooting 60HE c'est probablement le clavier le mieux reçu par la critique de l'histoire. En fait, ce clavier provoque une sensation de réactivité vue nulle part ailleurs. Avec Rapid Trigger, dès qu'on commence à relâcher une touche, elle est immédiatement désactivée, au lieu de devoir attendre qu'elle remonte jusqu'au point d'activation original. Dans mes tests, ça correspond à un gain de 12 millisecondes, c'est 3 frames à 240 fps. Et outre le côté purement agréable, ce gain c'est un vrai avantage compétitif dans des jeux comme CS ou Valorant, où le strafing c'est une mécanique hyper importante. Au moment du lancement du 60HE à l'été 2022, Wooting a gardé le monopole sur leur technologie pendant plus d'1 an. Et ça veut dire que pour mettre la main sur un clavier avec Rapid Trigger, il fallait forcément débourser 180 €, ce qui est vraiment hyper cher pour un clavier. Mais les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la concurrence chinoise, vous pouvez trouver des claviers qui ont Rapid Trigger à seulement 35-40 €. On pense tous au Mad Lions Mad 60HE qui certes a eu un démarrage compliqué à cause de son logiciel pas terminé et un look qui plagie ouvertement le design iconique de Wooting, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est une référence absolue pour les petits budgets. Et pour seulement 20 € de plus, vous pouvez retrouver de superbes options comme le Fun 60HE de Monsgeek ou encore le Ace 60 Pro de M-Chose. Et ces claviers-là marchent vraiment bien. Avoir une bonne implémentation de Rapid Trigger, c'est la norme. Et là, on peut déjà commencer à se demander pourquoi on irait dépenser le triple avec un clavier Wooting. Mais vous inquiétez pas, on va y venir. Le truc, c'est qu'il n'y a pas uniquement l'entrée de gamme qui a drastiquement changé, parce que la compétition, elle a aussi conquis le haut de gamme. Maintenant, les féoles, c'est ringard. La nouvelle mode, c'est la techno TMR, la magnétorésistance à effet tunnel. Et là, c'est le moment parfait pour un petit cours de physique. Alors, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est l'effet Hall. Si je branche mon Wooting 60HE V2, au niveau du circuit, on voit apparaître un certain courant électrique. Là, c'est les électrons que vous voyez. Par contre, lorsque j'appuie sur une touche qui rapproche un aimant, ça plonge le circuit dans un champ magnétique. Dans ce sens-là. Et ce champ magnétique, il applique une force sur les électrons qui sont donc plaqués sur cette face du conduit. Les électrons qui sont eux-mêmes chargés négativement créent un pôle négatif de ce côté-là, et par opposition, on a un pôle positif de l'autre côté. Résultat, ça crée une tension électrique qui est perpendiculaire juste ici, et en fait, il suffit de mesurer cette tension juste ici pour pouvoir en déduire la position de la touche du clavier. Tandis que les claviers TMR, c'est un petit peu plus technique. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on sépare deux couches conductrices par un isolant très fin, on parle de quelques nanomètres, il y a une probabilité non nulle que les électrons passent d'une couche à l'autre. T'inquiète, c'est quantique. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on modifie l'orientation magnétique de la couche supérieure, par exemple au hasard en rapprochant un aimant qui est dans un switch magnétique, eh bien en fait la probabilité de passage à travers l'isolant devient bien plus faible. Résultat, une plus petite quantité d'électrons franchit cette barrière, on peut donc mesurer une résistance électrique qui est plus forte, et en fait c'est en mesurant cette résistance électrique qu'on peut en déduire la position de la touche. C'est QFZ, mesdames et messieurs.
Bref, et tout ça c'est incroyable parce que les capteurs TMR sont censés être 10 fois plus précis tout en étant 10 fois moins énergivores. C'est une excellente nouvelle pour les claviers sans fil. Mais à part pour eux, avoir un clavier quantique, ça change pas grand chose honnêtement, parce que dans la pratique c'est impossible de sentir la différence par rapport au clavier à effet Hall. Comme la plupart des claviers magnétiques sont au top, la bataille des performances n'a pas vraiment lieu d'être. L'argument des perfs, c'est honnêtement la pire raison d'upgrade d'un 60HE V1 au V2 par exemple, parce qu'elles n'ont pas changé. Et pourtant, j'adore ce nouveau clavier, je pense que c'est mon nouveau clavier préféré, et de loin. Mais du coup, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui justifie un prix aussi cher? En premier, c'est vraiment le boîtier en aluminium qui est trop stylé. Le clavier est plus lourd, plus solide, mais c'est aussi ce matériau qui permet de grandement améliorer le son du clavier. C'est vraiment cet élément qui donne le côté premium au Sontache V2. Aussi, c'est important de noter que vous pouvez opter pour le Sontache V2 avec un boîtier en plastique pour moins cher, mais à ce moment-là, je vous conseille de partir sur le V1 directement. Ensuite, on a le Friction Fit. C'est un système qui maintient le clavier par friction avec un joint en silicone au lieu d'y être vissé. Ça permet deux choses, d'améliorer l'acoustique vu que le joint amortit les vibrations du clavier, et aussi de démonter le clavier hyper facilement. Et enfin, on a aussi la Split Spacebar qui est aussi en option. En vrai, c'est vraiment pas mal. Perso, moi, ça m'a pris 2 secondes pour m'y habituer, et ça vous donne accès à un bouton supplémentaire au niveau du pouce. Le gros défaut par contre, c'est que ça réduit grandement la compatibilité avec les sets de Kiaps, donc faut faire attention. À ce stade, vous vous dites sûrement, j'ai cliqué sur une vidéo qui me dit que les claviers Wooting ont un gros problème, et ça fait 5 minutes que vous essayez de me le vendre. Alors oui, et en vrai, c'est normal, parce que leurs claviers sont vraiment bien, mais surtout super chers. 240 € pour un clavier dans cette économie? Le gros problème avec les claviers Wooting, c'est que sur le papier, ils sont pas spécialement meilleurs que les autres, alors qu'en réalité, si. J'ai 2 exemples parfaits pour illustrer ça. Je vais vous parler du Monsgeek M1 V5 TMR et du tout nouveau Logitech G512X. Le M1 V5 TMR promet des trucs de fou. C'est un clavier 75%, 8000 Hz, rapid trigger précis au centième de millimètre, capteur TMR, socket hybride, hot swappable, compatible switch mécanique et magnétique, batterie de 8000 mAh, connexion sans fil Bluetooth, en Bluetooth ou avec dongle. Attends. C'est trop. Une construction en aluminium, un traitement acoustique exceptionnel, un démontage hyper rapide, tout ceci pour moins cher, mesdames et messieurs. Et là, le constat est sans appel. Comment est-ce possible que les claviers Wooting soient encore appelés les meilleurs du monde? Parce que très clairement, sur le papier, pour moins cher, ce M1 V5 TMR a beaucoup plus d'atouts. Est-ce qu'on est en train d'assister à la terrible chute de Wooting? En regardant les reviews sur internet qui idolâtrent le 60HE V2, je pouvais pas m'empêcher de me dire que soit les testeurs étaient biaisés, soit ils voyaient quelque chose que moi je voyais pas. Du coup, il fallait vraiment que je teste par moi-même. Ce que j'ai découvert m'a choqué, et ce principalement à cause d'une seule chose, le logiciel. Leur logiciel, c'est la plus grande force de Wooting et aussi la plus grande faiblesse de ses concurrents. C'est ce qui a rendu mes premières games avec le M1 V5 TMR absolument horribles. Parce que quand la sensibilité de Rapid Trigger est au max, parfois ce clavier se bloque. Même quand elles sont complètement enfoncées, parfois les touches se désactivent. En théorie, la techno TMR est censée être 10 fois plus précise que l'effet Hall, mais en pratique, j'ai dû descendre la sensibilité de Rapid Trigger à 0,2 mm pour pas que le clavier se bloque. C'est 2 fois moins précis que le 60HE V2. Et aussi, pour la qualité de frappe, le clavier a certes un bon son agréable, mais à mes yeux, le Wooting est un peu meilleur. En plus, la frappe est un tout petit peu décevante, les switches sont un peu bizarres, un petit peu mou genre, et ça je crois que c'est accentué par la course totale qui est seulement de 3,4 mm, qui est plus court que les 4 mm dont on a l'habitude. C'est pas tout, parce que le clavier n'a pas la même couleur que sur les images, le RGB est hyper faible et le logiciel est lent. Enfin bref, plein de trucs qui font que ce clavier ne délivre pas très bien sur ses promesses. Alors me faites pas dire le contraire, ça reste un très bon clavier, mais c'est pas du tout le Wooting killer qu'il prétend être. Et d'ailleurs ça n'est pas le seul qui prétend à ça, puisque maintenant Logitech propose aussi des capteurs TMR avec leur tout nouveau G512X. Sur le papier, il est exactement comme le M1 V5 TMR, mais en plus mainstream, disons. C'est un clavier dispo en 75 ou 98% qui utilise des sockets hybrides compatibles switch magnétique et mécanique. Ce qui est trop bizarre par contre, c'est qu'il n'y a que 39 de ces emplacements qui sont effectivement hybrides. Les autres ne supportent uniquement que les switches mécaniques. Mais le gros problème, c'est que le clavier est livré de base avec des switches mécaniques et pas magnétiques. Encore heureux, on a le droit à 9 switches magnétiques dans la boîte. Grand prince! Ça veut dire qu'il faut soi-même choisir à l'avance quelles touches seront performantes et quelles touches ne le seront pas. Et certes, je comprends que c'est probablement suffisant pour la plupart des gens, parce qu'en vrai, tant que ZQSD est hyper réactif et qu'on peut jouer avec les points d'activation de certaines autres touches importantes, en vrai, c'est ok. Mais à la base, le but des sockets hybrides, c'est d'être encore plus customisable. Sauf que là, le côté hybride de leur clavier, c'est pas un synonyme de customisation, mais un synonyme de compromis. Ça, c'est vraiment la grosse contradiction, mais ça n'est pas tout.
Le clavier est uniquement filaire. Moi, perso, ça me touche pas tant, mais c'est quand même dommage parce que le gros point fort de la techno TMR, c'est l'autonomie. Mais le gros problème avec ce clavier, c'est la qualité de construction. Il est fait 100% en plastique et pas n'importe lequel. Il fait peur. Et la frappe est vraiment nulle à chier. J'ai l'impression d'écrire sur les claviers Dell du CDI. Juste écoutez. En fait, les switches Brown par défaut sont horriblement secs. Les stabilisateurs, n'en parlons même pas. Hein. Pour que vous sachiez, Logitech m'a proposé de faire une vidéo dédiée sponsorisée et à la base, j'ai refusé parce que je trouve que sur le papier, le produit est un peu débile, mais je pensais pas que l'exécution allait être encore pire quoi. C'est-à-dire que même avec une promesse discutable, ils arrivent à sous-délivrer. Enfin bref, ce clavier a plein d'autres soucis que je vais pas spécialement détailler dans cette vidéo, mais si vous voulez une vidéo complète et salée sur le G512X, je vous laisse me dire en commentaire. A l'inverse, le 60HE V2 surdélivre par rapport à ses promesses. Au début, je me disais, bah, c'est juste un boîtier en alu, le Springshot Fit, en vrai, on s'en bat les couilles, c'est trop cher, alors que je vous promets que ça change tout. Le clavier est vraiment incroyable, mais c'est un putain de budget quoi. Et ça cache un problème sous-jacent encore plus grand. Mais pour pouvoir le voir, il faut d'abord comprendre la solution du premier problème, le prix. Ce qui leur manque à Wooting en fait, c'est un clavier pas cher, un Wooting SE par exemple. Si on pouvait avoir le logiciel, la transparence, le support de Wooting dans un package entrée de gamme, ce serait un pur banger. Un modèle super, mais pas assez pour ne pas empiéter sur les modèles plus chers, tout en bénéficiant de l'image de ceux-ci. C'est presque trop facile en fait. En plus, ils ont quasi tous les éléments pour avoir un peu le même modèle que celui d'Apple. Wooting, c'est une marque précurseur qui fait des produits haut de gamme avec une image et une identité très forte. Vous voyez ce genre de marque où tu sais très bien qu'une partie du prix, bah, honnêtement, c'est juste un peu le nom de la marque. Bah, tu vois, il y en a certaines où c'est évident qu'on se fout un peu de ta gueule. J'en nommerai pas, je vous laisse deviner. Et bah pour le coup, moi, je serais très content de payer une taxe Wooting. Toutefois, ça ne veut pas dire tomber dans tous les pièges non plus. Il faut que ce Wooting SE soit vraiment bon. Si on continue de regarder Apple, ça ne fait que depuis très peu qu'ils commencent à proposer de bons produits d'entrée de gamme. De tête, je pense immédiatement au Mac Mini et au MacBook Neo. Et honnêtement, à une certaine époque, c'était pas bien compliqué d'être un hater d'Apple. Et pour de bonnes raisons en général. Parce que à part pour les gros budgets, historiquement, la plupart des produits qu'ils proposent sont juste trop chers. Mais ça, c'est un constat qui est généralement partagé par des geeks qui se prennent la tête à faire un max de recherche. Enfin bref, nous quoi. Et mine de rien, actuellement, les produits de Wooting sont trop chers aussi. Sauf que les clients de Wooting, c'est précisément ces nerds-là, ceux qui ont soutenu l'innovation en premier lieu pour être les haters de demain. Comme je vous le disais, en préparant cette vidéo, j'étais ce même mec. Carrément au début, j'imaginais un titre en mode le terrible downfall de Wooting. Mais en vrai, c'est pas parce qu'on est prêt à faire plein de recherches qu'il n'y a pas des pièges dans lesquels on peut tomber. Le plus gros, c'est la comparaison de fiches techniques. Alors c'est clair que c'est hyper pratique. En un clin d'œil, on peut voir directement face à face les deux propositions de deux produits différents. Et en vrai, dans la plupart des cas, c'est suffisant tant qu'on connaît un minimum la marque et son historique. Mais le problème des fiches techniques, c'est qu'elles ne disent rien sur l'exécution réelle du produit. On l'a vu tout à l'heure, le M1V5 TMR promet une précision 10 fois meilleure que celui du 60HE V2, et en pratique, ils sont 2 fois moins précis. Et le problème avec les claviers Wooting, c'est qu'ils surdélivrent par rapport à leurs promesses, et que leur cible est justement ceux qui sont les plus à même de s'intéresser uniquement à leurs promesses et moins à l'exécution. Mais alors, comment est-ce qu'ils font pour continuer à vendre leurs claviers ? Pour moi, si Wooting continue à vendre sans souci ses claviers, c'est grâce à 3 points hyper valorisés par les passionnés qui les rendent vraiment uniques. Le premier, c'est la transparence. Ça, c'est l'héritage de leur modèle de crowdfunding. Le crowdfunding, c'est hyper populaire parce que c'est le financement de projets par le peuple, pour le peuple. Le truc, c'est que tu peux pas demander de l'argent à la foule sans lui montrer régulièrement où est-ce qu'il va. Et cette exigence de transparence, aujourd'hui, c'est une des plus grosses forces marketing de Wooting. Ce qui est fou, c'est que c'est justement parce que leur cible est passionnée et exigeante que les claviers Wooting plaisent. Autrement dit, le problème, c'est la solution, et la solution, c'est le problème. Aujourd'hui, cette transparence, on la retrouve principalement dans Batch Update, une section de leur site qui documente leur progression dans le processus de production, afin de savoir exactement quand est-ce qu'on va recevoir leurs produits qui sont énormément demandés. Mais on la retrouve aussi et surtout dans leur blog, qui est une mine d'informations hyper pratique avec des updates, des FAQ qui répondent vraiment aux attentes de la communauté. Ce lien avec la communauté, c'est leur deuxième grosse force marketing, parce que c'est ce qui leur permet de pouvoir réellement répondre aux attentes des gens. Un exemple de ça, ce sont toutes les options disponibles au moment de commander votre 60HE V2. Et finalement, leur dernier gros point fort marketing, c'est leur réactivité. Vous vous souvenez du drama il y a bientôt 2
2 ans lorsque Razer a sorti SnapTap, leur version de SOCD. SOCD, c'est une techno qui automatise le changement droite-gauche dans les jeux pour que ce soit hyper rapide. En gros, ce qu'elle fait, c'est que lorsque vous maintenez en même temps droite et gauche, au lieu de vous stopper, elle priorise le dernier input. Et sur des jeux comme Overwatch et CS, ça permet des trucs vraiment broken. D'où la décision de Valve de kick tous les joueurs qui utilisent cette techno des serveurs officiels de CS2. Eh bien, avant que ça soit ban, ça n'a pris que 2 semaines pour que Wooting développe leur propre version, fasse ce sondage à la communauté et décide de déployer leur version de SOCD dès le lendemain. Et d'ailleurs, ça me rappelle, faut que je vous raconte une anecdote un peu marrante. Quand j'étais au QG de Logitech en février dernier, pour le lancement de la Super Strike, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs employés. Notamment un avec qui on a eu l'occasion de parler de Wooting et qui était fasciné par leur manière de faire du marketing. Et quand on abordait les sujets de SOCD, pour lui, c'était impossible que Wooting sorte ce genre de fonctionnalité au grand public aussi rapidement. Sa théorie, c'est qu'ils y avaient forcément pensé avant que Razer sorte sa version et qu'ils étaient juste un peu en retard. Mais moi, je sais pas vraiment, au premier abord, ça m'a pas l'air si technique comme fonctionnalité à implémenter. Du coup, perso, j'ai vraiment envie de croire à cette histoire de réactivité de fou. L'histoire de Wooting, c'est celle d'une startup qui a fait le buzz grâce à sa communauté, une communauté qui est à la fois leur plus grande force et leur plus gros point faible. Le milieu de la tech est empoisonné par les annonces chocs, la course aux chiffres, dans le but de vendre un maximum. Mais ce qui compte à la fin, c'est l'exécution, la vraie qualité des produits qu'on a entre les mains. Et je crois que Wooting se débrouille bien mieux que la plupart des marques dans ce domaine. Maintenant, le gros défi pour eux, ça va être de sortir une option pas chère tout en continuant de scale dans leur direction. Parce que leurs claviers sont vraiment bien. Mais qu'est-ce qu'ils sont chers! Allez, c'était Antonin et on se retrouve bientôt dans l'auberge. Allez, ciao!